gars. Yo, Yo, ça va, les gars? ça va et vous? Très bien, très bien. Un nouvel épisode. Radio IA numéro 2, le 12 mai 2023. On n'a Exactement. pas kill le projet dès le pilote, c'est bien. Ah, ça continue. Non, c'est Alors, cool, je suis content de vous retrouver, les gars. De ouf. Ah bah écoute, surtout, j'espère qu'on va avoir un meilleur son et non, surtout toujours énormément d'actu, donc ça va être trop cool. Au sommaire cette semaine, les gars, on va parler de Karine.ai, on va parler de l'intelligence artificielle pour expliquer l'intelligence artificielle, on va parler de Meta sur un modèle multimodal qu'ils ont sorti, de Google I.O. ou donc plutôt Google AI. D'Anthropic qui a sorti donc une nouvelle version et de la levée de fonds de Mistral AI, donc une boîte française, voilà. Et enfin évidemment le tool de Devac, Embler, cette semaine. Exactement. Allez, ouais. C'est parti, les gars. c'est parti. Alors donc tout d'abord, on en parlait hier, les gars. Donc, on a une influenceuse de 23 ans, start de Snapchat, qui peut être la petite amie de tout le monde. Elle a retiré toutes ses vidéos YouTube, toutes ses vidéos de Snapchat. Tout ça, ça a été mis dans un énorme modèle, ça a été entraîné. Et aujourd'hui, en fait, pour 1$ la minute, on peut parler à Karine Marjorie, devenir son petit ami. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui échangent avec elle. Et il y a des petits packages à $5, $10, $100. Et donc, tu discutes avec elle, te laisse des messages vocaux et potentiellement, elle t'envoie des photos. Moi, j'ai essayé. Alors, t'as essayé? Alors? Ouais, j'ai essayé. Et Combien de temps? Voilà, combien de temps environ? J'ai dépensé $5 et j'ai pas encore tout utilisé. Et mais écoute, pour l'instant, j'ai pas trouvé ces réponses incroyables. Évidemment pour la science. Pour la science. Non, mais en vrai, parenthèse, je trouve ça hyper cool parce que, au-delà du fait qu'il y a des mecs qui payent pour ça, là, tu as quand même une personne qui est influenceuse, qui a conscience de son influence, qui a conscience un petit peu de sa personnalité publique, qui retire ses contenus, tu vois, du web, ce qui est assez ouf, et qui se les réapproprie. Donc, au-delà du business model et de comment est-ce qu'elle fait de l'argent avec ça, elle a compris un système, elle en joue et elle se l'approprie. Donc, moi, personnellement, rien que pour ça, je trouve ça vraiment cool. Je sais pas vous, mais... Ouais. Elle a fait 75 000, ça 75 000 $. Alors, elle a fait de l'argent, ouais. Elle a fait de l'argent aussi. Et j'ai vu ses projections. Elle pense, en tout cas, elle aimerait faire 5 millions de dollars par mois avec 20 000 abonnés par mois. Donc, je pense que c'est en croissance. C'est un business model qui est complètement nouveau, en fait. C'est ça ce que tu disais, Samy. C'est que elle kill son propre business model où elle était dépendante des GAFA, hein, des Google, enfin des plateformes. Et donc, du coup, là, elle s'approprie avec son contenu et elle le rediffuse à des personnes qui veulent payer pour avoir un one-to-one parce que c'est de la personnalisation. Les gens, ils vont ils vont payer pour avoir une discussion virtuelle avec une personne. Et donc, du coup, cette influenceuse-là va répondre avec des réponses qui sont personnalisées à la demande. Donc, c'est intéressant. Super intéressant. Elle est accompagnée par une boîte qui s'appelle Forever pour faire ça. Ah ouais, ok. Moi, ce que je vois aussi, c'est que sincèrement, je pense que tous les influenceurs vont faire ça. Ça va être énorme. Donc, c'est un premier cas qui est hyper intéressant. Et ça rappelle très fortement le film Heure, en fait, hein, quand même. Elle envoie des photos aussi, non? Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Ouais. Juste question ouverte, ça me vient comme ça, mais est-ce que ça serait pas une alternative ou, j'ai pas envie de dire ça, mais à toutes ces plateformes-là de contenu, on va dire un peu plus fermé, voilà. Donc les mimes et les. C'est une alternative aux plateformes tout court. Ouais. Évidemment, les gars, évidemment, c'est du OnlyFans, automatisé à moindre prix. Généré par l'intelligence artificielle. Donc, c'est aussi un petit peu l'OnlyFans du pauvre, enfin, tu vois, grosso modo, et qui demande le moins d'intervention humaine par la personne, par la star, par l'influenceuse, quoi. Ouais. Mais c'est super intéressant. Okay. Donc, deuxième sujet, on a donc des chercheurs
et des chercheurs d'OpenAI qui ont utilisé l'IA pour expliquer l'IA. Donc, on a un énorme problème, c'est la question de l'interprétabilité des modèles. On est toujours en mode black box, donc boîte noire. On sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur des modèles. Nouvelle très, très rassurante, très intéressante, très importante, c'est que aujourd'hui, GPT-4 arrive à regarder un petit peu ce qui se passe dans les réponses de GPT-2 et à les analyser, à comprendre en fait ce qui se passe, à trouver des explications. Donc, c'est super intéressant. Et donc, plutôt que dire on doit absolument avoir une interprétabilité d'un modèle au moment où il sort, comprendre comment il se passe pour être rassuré, c'est se dire c'est plutôt attendre d'avoir un peu une intelligence artificielle un peu plus avancée derrière qui pourra nous expliquer ce qui se passe sur le modèle précédent. Et du coup, alors c'est hyper cool, mais c'est quoi la finalité derrière ça? Est-ce que c'est purement explicatif? Ou est-ce que c'est dans le but de créer une nouvelle version qui soit plus compétente en reprenant un petit peu les erreurs de la précédente? Il y a un côté correctif et d'optimisation, tout à fait. Après, c'est surtout un enjeu, aujourd'hui, c'est quand même en grande partie un enjeu de sécurité, tu vois, de compréhension du modèle pour les doomers, tu vois, les lasers et tout ça, qui te disent on ne sait pas comment ces modèles vont réagir et ce qui va se passer. Et moi, une petite question ouverte par rapport à ça aussi, avant qu'on passe à la news suivante, je sais qu'on est tenu par le timing. Est-ce que le fait que ça soit, tu vois, le même GPT, est-ce que le résultat n'est pas un peu biaisé parce que a été évolué un peu dans le même sens? Est-ce que l'évolution de cette méthode-là, ce serait pas de faire converser, je sais pas, Bard avec ChatGPT, par exemple? Tu peux imaginer des enjeux de neutralité, tout ça, mais dans tous les cas, tu vois, aujourd'hui, il arrive à expliquer, et il explique pas tout, il explique seulement une partie, mais donc, tu vois, il y a une forme d'objectivité quand même dans cette explication. Ok, très bien. Dans les résultats qu'ils ont présentés. Tu peux récupérer des sources aussi parce que, enfin, c'est une question. Je sais pas parce que ça c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, c'est tu sais pas d'où viennent les infos. On n'a pas vraiment de référence, on n'a pas de source, on n'a rien. Donc ça veut dire que toi demain, si tu veux faire une recherche sur je sais pas, tu veux une bio d'un artiste, tu peux demander à ChatGPT la source exacte de l'info parce qu'il va pouvoir aller chercher et s'auto-lire, non? C'est pas ça qui te permettra de faire ça, mais c'est un objectif en effet de retrouver la source. Mais une fois que le modèle a été entraîné, aujourd'hui, si c'est pas pensé en amont, tu peux pas retrouver la source comme ça. Okay. Ensuite, les gars, la nouvelle de la semaine, la grande nouvelle quand même, ce dont on a parlé, c'est Google I.O. Donc Google I.O. et Google qui est devenu Google AI. Donc, il y avait la conférence Google I.O. Ils ont parlé d'AI plus de 140 fois pendant l'événement. Donc, ils intègrent l'AI dans tous les produits, tout Google, et donc à plusieurs niveaux. Donc, c'est dans Bard, qui est censé être la réponse à ChatGPT. Donc, ils disent que c'est disponible partout. Alors, malheureusement, juste avant d'enregistrer le podcast, j'ai essayé, mais c'est pas disponible en France. Deuxième, ça, c'est quand même dommage. Deuxième point, c'est une intégration dans toute la suite Google, Docs, Slide, Google Sheet. Donc, ça, c'est un bon point. Du watermarking. Mais ça, on le fait déjà. Pardon, Samy. Vas-y, je t'en prie. Tu veux dire qu'est-ce qu'on fait déjà? Non, mais non, en gros, le fait que l'intégration sur tous les JDoc, Cheat, etc., ça se fait déjà par GPT, non? Ça a déjà été intégré? GPT il le fait sur Excel. Enfin, en fait, c'est Excel. C'est Microsoft qui a Microsoft Copilot qui a présenté ça. Donc en fait, Microsoft, ils ont mis 10 milliards dans OpenAI. Et donc du coup, depuis le début de l'année, là, ils essayent d'infuser toute la source OpenAI, enfin ChatGPT concrètement, dans les outils de Microsoft. Donc PowerPoint, Excel, Google Doc, etc. Enfin, pardon, pas Google Doc, Microsoft Doc. Et ce projet-là, ils l'ont présenté il y a quelques semaines. Et donc du coup, en fait, au lieu d'aller sur un ChatGPT demain, tu vas sur Google Doc. Enfin, pardon, pas Google Doc, du coup, Microsoft Doc. Tu fais ton prompt directement dans Microsoft Doc. Pareil pour un Excel. Tu n'as pas besoin de savoir coder en VBA, rien. Tu appuies sur, je sais pas, égal et tu dis. C'est l'intégration dans la suite Office, quoi, en fait. C'est ça. Et donc là, du coup, Google, c'est la réponse. C'est un peu la réponse à ce que Microsoft a proposé. Donc, il va faire la même chose, mais sur l'écosystème Google avec tous les outils de Google, en fait. Ok. Merci pour le
Avec plaisir. Et donc, après, on a du watermarking sur le contenu généré par l'IA chez Google. Donc, ça, c'est quand même un point super important parce qu'on a quand même très, très peur. C'est ce que disait aussi Geoffrey Hinton, qui est parti de Google. Donc, il risque d'y avoir une avalanche de contenu, et c'est déjà en cours, de contenu qui va pas être, on ne saura pas s'il est réel ou pas, de quelle qualité il est, s'il est généré par l'intelligence artificielle. Et donc ça, au moins, pouvoir le marquer, c'est quand même une bonne nouvelle. Et enfin, ils ont présenté aussi dans Google, le moteur de recherche, l'intégration d'une IA générative conversationnelle qui est en fait à la Bing, donc qui arrive en haut de page, avec en dessous les résultats, et les résultats sont sponsorisés. Donc après, moi les gars, juste mon feeling là-dessus, j'ai trouvé que c'était intéressant, j'ai trouvé que c'était bien, on voit qu'ils sont très motivés, mais sincèrement, moi j'ai rien vu de nouveau. T'as rien vu de nouveau dans les idées proposées ou J'ai rien vu de nouveau par rapport à ce qui existe sur le marché. Okay. Je trouve que de la part de Google, quand même, vu leur taille, vu leur ambition, ils auraient pu proposer des vraies choses innovantes, des choses qu'on ne connaît pas. Et là bon, tout ça, c'est un petit peu une copie directe de ce que fait OpenAI avec Microsoft. Et est-ce que tu avais l'impression, enfin, moi je me dis aussi que tu as un peu l'impression, tu vois, qu'il devait faire cette keynote, qu'il devait proposer quelque chose, et du coup peut-être que l'innovation, le temps de recherche, le temps d'être, tu vois, un peu plus différent que les autres, ils l'ont pas eu, et ils se sont sentis obligés. Alors, Devac, on ne t'entend pas, je sais pas si c'est moi ou pas. Non. Les aléas du direct. Je t'en prie, Nico, vas-y. Non, écoute, réponse, ils étaient obligés de le faire parce qu'il y avait eu quand même une énorme foirade d'un événement sur l'IA, donc qui avait eu lieu à Paris, donc en début d'année. Et donc cette conférence, donc avec Google Bard qui était parti dans tous les sens, qui nous avait donné plein de trucs incorrects, et voilà, ça avait été une catastrophe. Et donc il fallait faire ça, il fallait faire cet énorme événement de communication. Ils étaient attendus là-dessus. C'était obligatoire, Samy, je te confirme. Et du coup, c'est pris comment? Parce qu'effectivement, tu as ton avis et je le partage aussi un peu, mais ça a été pris comment par la communauté dev, cette conférence? Écoute, j'ai l'impression que la communauté de dev, en fait, Android et la communauté Google est contente parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils s'ennuyaient un petit peu, tu vois, ils avaient un peu l'impression d'être en retard par rapport à ce qui se passait côté Microsoft Azure, OpenAI. Donc pour eux, c'est une super nouvelle. Mais après, perso, quand tu es extérieur à ça et que tu n'es pas attaché à un produit, je trouve que c'est pas plus excitant que ça non plus, quoi, tu vois. Okay. Moi je disais, en fait, ce que j'allais dire, c'est que je pense que cette Google I.O. aurait pas eu la même tournure s'il n'y a pas eu OpenAI avant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dû reshifter complètement leur roadmap en disant, il n'y a pas que eux en fait d'ailleurs, hein, parce qu'il y a Meta aussi qui est sur le même sujet. Ils passent de Metaverse à AI, ils suppriment toute une division pour se concentrer sur cette tech. Et donc du coup, en fait, je pense que ce truc-là, il l'avait gardé depuis longtemps. Mais il voulait le garder et il voulait pas spécialement le laisser entre guillemets en open source. On en parlait la semaine dernière. Laisser au public pour que, en fait, il y a ce qu'ils appellent un reinforcement learning. Donc, ils veulent laisser les gens utiliser pour que le truc l'algorithme apprenne des requêtes. Et donc, du coup, en fait, ils ont dû faire ça un peu dans le rush. J'ai l'impression, ils se sont dit, en fait, OpenAI le fait. Microsoft en train de prendre des parts de marché avec Bing, vraiment, en plus. Notre plus gros business, qui est le search, c'est vraiment 60% de leur business, le search, est en train d'être impacté. C'est un peu leur vache à lait, le search aujourd'hui. Ils vivent quasiment que de ça. Il faut qu'on trouve une réponse. Il faut qu'on sorte les mêmes outils. Et en fait, la réponse, c'est pas faire d'innovation, c'est proposer ce qu'on a déjà, enfin ce qui est proposé par d'autres acteurs, et de le mettre en place parce que tu peux le faire rapidement, ça. Après, Google, c'est une boîte à plusieurs milliards derrière, donc ils ont potentiellement aussi, et ils ont aussi de la donnée parce qu'ils ont ils ont un accès direct à des milliards d'utilisateurs. Donc après, à côté, ce qui est pas facile, c'est que c'est pas une startup, Google. Hein. Les prises de décision, elles sont très longues. Alors qu'OpenAI, Sam Altman, s'il veut, demain, il change complètement sa roadmap et il n'y a pas de validation, il n'y a rien, tu vois. Donc... je suis d'accord, Samy. Je suis d'accord, Devac. Et tu as raison sur aussi les outils qu'ils peuvent avoir, parce que, en effet, moi, tu vois, j'utilise Gmail depuis 15 ans, et sincèrement, tu me mets une bonne intelligence artificielle qui va un peu plus loin que l'autocomplétion dans le Gmail, je serais quand même très content, gros utilisateur, et voilà. Donc, super intéressant.
J'ai oublié de parler d'un point, c'est Meta, je pense. Meta, exactement. Meta qui nous a sorti donc un modèle expérimental avec ImageBind. Donc en fait là on est sur du multimodal, mais sur du gros multimodal. C'est que c'est donc une IA qui arrive à sortir des résultats dans 6 modes différents. Ça veut dire que si on parle d'une pluie tropicale, on peut la décrire avec du texte, on peut la visualiser, on peut écouter le bruit de la pluie dans la forêt tropicale. On peut comprendre la profondeur de la pluie, voir son empreinte thermique et enfin voir un petit peu les mouvements. Donc, ça, c'est incroyable. On est sur de l'expérimental. On ne voit pas comme ça tout de suite les applications, les résultats, surtout que le multimodal, il n'est même pas encore sorti sur GPT-4, mais c'est quand même intéressant. Ouais. Ils sont beaucoup plus sur le visuel, non Meta, hein. Enfin, j'ai l'impression sur le visuel, sur la 3D aussi. Sur le monde, là, j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle technologie, là, c'est bon, tu peux créer une simulation, quoi. Tu peux créer un monde où tu vis, t'entends. Exactement, Samy. Tu peux te brancher, quoi. J'ai l'impression que c'est ça l'objectif. On a l'impression que c'est tout de suite beaucoup plus complet. Et ça va d'ailleurs, j'ai oublié de rajouter ce cas, ça va aussi jusqu'à de la 3D, de la VR, en fait, grosso modo. Donc, tu peux potentiellement intégrer ça dans un métaverse qui est très cher donc, à Mark Zuckerberg. Et donc, tu vois, on imagine beaucoup plus une simulation parce que la simulation, elle ne se passera pas uniquement avec du texte comme dans le chat GPT, quoi. Il y a d'autres modes à utiliser. Moi, j'ai une autre news sur Meta, mais ça s'adresserait peut-être beaucoup plus à des personnes qui font de l'ADS, enfin du paid ad. C'est sorti hier, concrètement, donc le 11. En fait, ils vont proposer à des annonceurs dans le monde, donc vraiment pas beaucoup d'annonceurs aujourd'hui, d'utiliser l'AI pour faire de la personnalisation avec des assets. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre un asset, je sais pas, une créative pour cibler des personnes sur l'écosystème Meta, et l'AI va pouvoir changer je sais pas, la copie, l'image, le claim, le call to action, etc., dynamiquement, en formatant, parce qu'ils ont différents formats, hein. Ils ont le stories, ils ont de reels, ils ont des posts, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire de l'hyper personnalisation avec juste plusieurs assets, et l'AI fait quasiment tout. Donc c'est un truc qu'ils sont en train de tester avec quelques annonceurs, qui va être ouvert à un peu plus, d'autres candidats sur les prochains mois. Mais voilà, ils ont annoncé ça hier. Ok, d'accord. Alors, super intéressant. Après, bon, c'est pas les ads et tout ça, même si c'est un vrai business et que c'est le nerf de la guerre, c'est pas ce qui nous fait rêver en termes d'application. Mais on sait que Meta, ils travaillent là-dessus et qu'ils utilisent l'AI depuis des années. Mais écoute, si dans tous les cas, ça peut permettre d'avoir des pubs un peu plus efficaces, plus personnalisées, et plus simple de faire des pubs. Ça dépend, on se trouve. Mais ok, trop cool. Nico, on passe à la news suivante. Allez, dernière news en fait. Donc c'était très importante au niveau français cette semaine, et donc Cocorico, c'est Mistral AI qui a fait une levée de fonds record de 100 millions d'euros, donc sur une valo de 240 millions d'euros. Donc Mistral, c'est donc un LLM à la française. Ça répond aux enjeux de souveraineté. Donc c'est super intéressant. 100 millions pour un projet français, c'est quand même assez incroyable, non? Ouais. Oui, mais alors après, tu vois, ce qu'il faut voir, c'est que donc c'est créé par 2 ex-Meta et un ex-DeepMind. On parle très concrètement du top 50 des chercheurs IA dans le monde. Il y a Arthur Mensch, Guillaume Lample, qui sont très connus. Il faut voir que le projet, donc dans les participants, tu as quand même Xavier Niel. Il y a eu l'achat de milliers de GPU. Les GPU, hein, c'est grosso modo quand même sur des A100, on parle de 20 à 30 000 $. Donc c'est un investissement très significatif sur le projet. On parle de Jean-Charles
Samuelian de Alan qui les rejoindrait. Je ne sais pas s'il continuera son activité sur Alan ou s'il va se dédier entièrement à ce projet. Donc, on est sur un méga projet français. C'est-à-dire qu'il rejoint la team. Tout à fait, fou, ouais. hein, Ouais. De manière opérationnelle. Et voilà, et après, clairement, je pense que tu vois, c'est un projet qui est soutenu aussi certainement par le ministère de l'économie, Bruno Le Maire. Le fonds qui a fait cette opération, il n'est pas français, il est américain, c'est Lightspin Venture. Donc ça, je trouve ça un petit peu étonnant par rapport à cette ambition encore d'avoir un produit français, souverain, et de conserver un petit peu la maîtrise de la chaîne de valeur et les données. Mais en tout cas, donc Mistral, on leur souhaite bon vent et donc très très grosse opération. On va suivre ça de très près. Je suis assez bullish sur ça. Nico, tu as oublié une news qui, pour moi, je pense, est limite une des plus importantes parce qu'elle est quand même assez incroyable. C'est le chatbot Claude qui peut lire plus de 75 000 mots maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? T'as bien raison parce que c'est une des news les plus importantes et par rapport à ce qu'on disait sur Google, en effet, qui n'innove pas complètement, Anthropic se place sur un terrain très différent et innove, fait des choses différentes. Donc Anthropic, pour rappel, c'est une boîte qui est créée par des anciens de OpenAI il y a 1 an et demi, 2 ans, avec beaucoup d'ambition. Donc c'est un peu l'OpenAI mafia. Anthropic a la particularité de fonctionner selon le principe d'une constitution. Donc plutôt que d'aller utiliser des êtres humains pour le labelling des données et le renforcement, en fait, ils se réfèrent à une constitution avec plusieurs principes que l'intelligence artificielle doit respecter. Leur interface, leur chatbot, il s'appelle Claude. Il est hyper efficace. Malheureusement, je n'ai pas encore eu accès. Et comme tu viens de le dire, Samy, là, ils envoient donc une limite de tokens à 75 000 mots, ce qui est colossal. Ça veut dire que grosso modo, il y a eu des tests qui ont été faits. Tu peux mettre le bouquin The Great Gatsby dedans, changer une ligne, et il va te trouver la différence entre la version originale et la version modifiée en 22 secondes. Donc c'est complètement dingue. En fait, sincèrement, les cas d'application, ils sont de partout, parce qu'aujourd'hui, tu avais des gens qui tweakaient OpenAI pour faire des petites modifications. Ouais, tu utilises beaucoup ça va être fou. Ah ouais, on a vu ça un petit peu sur le web, des mecs qui utilisent plusieurs GPT pour arriver à ce même système-là. Et là, tu fais avec du LangChain, avec du LangChain, donc avec des outils externes. Mais là, technique aussi, faire ça en direct, et ça demande de la technique. Faire ça en direct sur une interface propre en mode Claude, sincèrement, c'est complètement dingue. En combien de temps il le lit, le livre ? En 22 secondes, tu vois. C'est même pas qu'il le lit, c'est qu'il te sort la différence. Et donc, je pense qu'on va voir dans les semaines qui viennent des super cas d'usage qu'on n'imaginait même pas. Et donc là, franchement, Anthropic, Claude, bravo. Moi, j'ai hâte d'essayer, c'est trop cool. Il y a une intégration déjà qui a été faite sur DuckDuckGo, Quora et Notion. Donc, il y a quand même déjà des grosses boîtes qui commencent à l'intégrer. Donc, OpenAI a du souci à se faire, entre guillemets. Parce que finalement, en fait, ils sont pas tout seuls sur le terrain. Donc, c'est intéressant. C'est une vraie alternative, en fait, à ChatGPT, en fait, ce truc. Ouais, tout à fait. La qualité des réponses, elle est hyper bonne, hein, sincèrement. Il y a quand même des outils qui te permettent de mesurer ça, tu vois, en comparant par rapport à GPT les résultats. Franchement, moi, je trouve que c'est une vraie alternative. Et alors, attention, Anthropic, il ne faut pas oublier qu'ils sont financés par Google à hauteur de 300 à 500 millions de dollars. Donc, quand je viens de dire que Google n'innovait pas, je me suis un petit peu pas directement. Mais pas directement, exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Les gars, on ne voulait pas monter une agence marketing pour aider ces boîtes à trouver des vrais noms parce que vraiment, moi, j'aime bien Claude. Moi, j'aime bien Claude. Ouais, j'aime bien Claudio. Non, je pense que j'aime bien. Trop cool les mecs. Grosse news quand même toutes les semaines. C'est ouf de se dire que petite parenthèse quand même. C'est ouf de se dire que d'une semaine à une autre, on arrive à dénicher des news aussi impactantes au niveau technologie, bien sûr, tu vois, ce que tu veux, mais sociétal. Exactement. C'est-à-dire que là, on tombe vraiment dans des innovations, dans des changements de vie complets. Il y a 2 secondes, on parlait d'un mode multimodal où tu pouvais réunir 6 caractéristiques qui constituent un monde aujourd'hui. Donc, franchement, hyper surpris, hyper bullish et hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine, quoi. Franchement.
Je pense qu'on va se dire ça toutes les semaines. Hein. Ouais, moyen. Non, mais en vrai, tu vois, les newsletters qu'on suit, tout ça, en vrai, il y a ce niveau d'info de manière quotidienne. Donc, et en plus, on est loin d'avoir une décélération. Donc, alors, passons maintenant à la dernière rubrique, donc le tool de la semaine avec des vagues qui nous présentent Embler. Alors, Embler, on va changer sur un topic complètement différent parce qu'on parle souvent de business, etc. Mais là, on va aller sur un truc un peu plus lifestyle. Alors, Embler, AMBLR.xyz pour les personnes qui ne sont pas spécialement sur l'écran. Donc là, je diffuse mon écran, vous le voyez. Hein. Non, on ne le voit pas là. Non, tu peux y aller. Tu vois mon écran là? Non, on voit nos trois têtes, mais pas ton écran. Arrêtez les projeter. Attends, vas-y, recommence. Ouais, je présente tout de suite. Tac. Donc là, vous devez voir mon écran. Yes. Ouais, c'est all good. Parfait. En fait, Embler, c'est ce qu'ils appellent un Smart Holiday Planner. Donc, on a bientôt les vacances qui arrivent. Je ne sais pas si vous deux, vous avez déjà planifié vos vacances cet été. Écoute, ouais, en partie. Le juillet est booké. Ouais. Ok, alors, on va. Qui va à Lisbonne pour NFC? Vous deux? On y va tous les trois même. Hein. Tous les trois. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier notre voyage à Lisbonne parce qu'on va pas faire que NFC forcément. On va rester un peu plus à côté pour faire pour kiffer un petit peu. Pour faire du surf par exemple. Donc si on se dit, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais planifier mon voyage et selon mon input, il va me recommander un trip en fait. Donc il va me recommander ce qu'on va devoir faire, ce qu'on pourrait faire à Lisbonne. Donc là, je mets Lisbonne, jour, on va se dire 5 jours. Budget, allez Samy, en ce moment, tu as pas mal tradé le PP. Je pense que tu as un peu de budget. On va dire que tu as un Vas-y, go. On part sur un budget. Barreau alto. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes comme intérêt? Écoute, on va faire le mytho. Je te connais, toi, t'es nightlife. On va faire je voulais faire le mytho, mais tu m'as eu. Mets-moi un peu de musique, tiens. Un peu de musique. Et si je peux plonger un petit peu, c'est cool. En bas, plonger. Allez. Voilà, diving. Et un peu le mood du voyage. Alors, nightlife, music, diving, on va dire que c'est un mood beachy. C'est parti. Il est en dessous, ouais. Et donc, du coup, ce qu'il va me faire, donc là, là c'est mes inputs. Il va mouliner un petit peu. Et il va me proposer un itinéraire sur 5 jours. Day 1, Day 2, Day 3. Et tout ce qu'on pourrait faire avec des recommandations bien précises. En attendant, moi, je l'ai fait l'année prochaine. Moi, je vais aller en Groenland. J'y connais rien du tout. Et donc, du coup, j'ai fait un travel sur 7 jours, un road trip sur 7 jours. Et il m'a proposé ce qu'il y a à faire en Groenland. J'ai envoyé ça à des contacts qui sont en Groenland pour avoir un peu un avis sur local, en fait. Et vraiment, ils étaient surpris. J'ai envoyé ça à 2 personnes, hyper surpris. Donc vraiment, ils rentrent vraiment dans les détails. Genre, tu vois, after breakfast. C'est ce que tu as dans un guide du routard ou un Lonely Planet, mais en personnalisé, quoi. Exactement. Donc tu peux donner ton budget. Ah voilà, j'ai eu le résultat. Donc là, premier jour. Tu vas aller. Alors, premier jour, hein, tu vas aller faire. Je te l'ai dit, Barreau alto. Barreau alto. Donc tu vois, c'est plus ou moins ce que tu connais plutôt bien Lisbonne, donc c'est, voilà, il a bien compris ce que, il te connaît bien, hein, apparemment. Live music, donc après les fados forcément. Il te parle de diving. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais concrètement, voilà, il te planifie un peu. Il te dessine ton voyage sur 5 jours, jour par jour. C'est que là, on devine très clairement les potentialités business derrière. On a dit qu'on arrête de parler business, mais on devine clairement ce que ça peut être en termes de pub et d'advertising. Et de booking d'hôtel. De booking d'hôtel, avec les meilleurs prix, bien sûr, messieurs. C'est ça. Ah, c'est bien foutu. Donc cet outil est gratuit, amblr.xyz. Si voilà, vous allez planifier, vous n'avez rien planifié pour cet été, ou si vous ne savez pas spécialement ce que vous allez faire dans certaines villes ou même des pays, parce que on peut aller à un niveau pays, un road trip. Moi, j'avais fait pour le road trip, un road trip en Espagne. Tu dis un peu ton mood, tu veux boire du vin, par exemple. Il va te faire un road trip avec tous les petits villages où tu vas trouver du bon vin, par exemple. Tu vois. Donc c'est magnifique. Super intéressant. Magnifique. Pour ceux qui, comme moi, s'y prennent toujours la dernière minute, sincèrement, c'est un outil extraordinaire.
Ouais, et quitte à planifier, tu vois, quand tu planifies un voyage à 2, par exemple, si tu arrives avec un document aussi détaillé, je pense que ça rebat un petit peu les cartes du mood du voyage. Bon. Là, on va pas réussir à le faire, nous, parce qu'on a 3 jours, on sera à NFC. Mais bon, à côté, s'il y a un petit concert ou quelque chose comme ça. Après, là, il va pas prendre en compte les infos. Par exemple, s'il y a des festivals sur cette semaine-là, il va peut-être pas prendre en compte. Donc ça, c'est dommage. Peut-être que ça va être le next step de se dire, je pars de cette date à cette date. Donne-moi tous les événements qu'il y a, si j'aime la musique, les concerts, etc. Et là, il va te proposer exactement tout ce que ça va. Donc, voilà, on va dire step 2 ou version 2. Peut-être qu'il y a déjà des boîtes qui travaillent dessus. Mais en tout cas, franchement, pour un produit gratuit, basique, qui te donne déjà, encore une fois, on parle de trucs où ça te donne, tu vas pas faire de recherche, tu pars d'une page blanche, tu as déjà des infos et tu peux derrière, après, faire des recherches pour aller replanifier au mieux. Génial. Voilà. Merci Lévesque, merci pour ce superbe produit encore une fois. Ça va nous servir. On va le tester pour Lisbonne là. Voilà. Donc, écoutez, merci à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à le transférer, à nous mettre 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. On compte sur vous. Ouais, merci beaucoup, c'est un plaisir. Et les gars, on se voit la semaine prochaine pour des news aussi ouf. Et merci encore. Merci à tous. Ciao.